Nous sommes unis non seulement par une histoire commune et par des contacts culturels, politiques et économiques. Nous appartenons également ensemble à la grande civilisation européenne qui ne peut être séparée du christianisme, du mode de pensée chrétien et des valeurs éthiques chrétiennes. Et c'est vrai qu'il était un grand défenseur des valeurs chrétiennes en Europe. Alexis II a été rappelé à Dieu ce matin. Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies avait 79 ans. Bienvenue et bonsoir, bienvenue dans cette émission, ce Parlons-en spécial que nous allons consacrer à Alexis II, une émission en hommage au patriarche orthodoxe russe, émission dans laquelle nous décrypterons également les enjeux de cette disparition. Avec nous sur ce plateau, 4 invités. On accueille tout d'abord le père Alexandre Siniakov. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable des relations écuméniques et publiques de l'Église orthodoxe russe en France. À vos côtés, le père Hyacinthe Destivelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et directeur du centre Istina, c'est un centre de vie et de recherche œcuménique. Notre troisième invité, le père Richard Escudier. Bonsoir, père. Bonsoir. Vous êtes délégué à l'œcuménisme au diocèse de Paris. Et puis à vos côtés, le professeur Yves Amand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation russe à l'université Paris X. Alors revenons sur la figure d'Alexis II, le chef spirituel des 120 millions d'orthodoxes russes. Était le 15e patriarche de Moscou, né le 23 février 1929 à Tallinn en Estonie. Alexis Riediger est élu en 1990 à la tête du patriarcat. Il restera l'artisan sans précédent du renouveau de l'Église orthodoxe russe après les années communistes. Sous son impulsion, une quarantaine de diocèses, quelques 10 000 paroisses, des écoles de formation théologique et près de 400 monastères seront ouverts ou réouverts en Russie. Ses liens avec l'Église de Rome resteront mitigés, accusant les catholiques de prosélytisme en Russie. Alexis II s'est toujours opposé à la visite de Jean-Paul II à Moscou. Un rapprochement semble cependant s'être opéré depuis l'élection de Benoît XVI. L'annonce du décès d'Alexis II a suscité une vive émotion en Russie, mais aussi en France. Dans un communiqué, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a salué une des grandes figures contemporaines de l'orthodoxie. Une émotion partagée par les séminaristes russes étudiants au centre Istina à Paris. Écoutez les réactions de 3 d'entre eux recueillies cet après-midi par Sibylle Delettre. C'était un choc, même si le patriarche était malade, gravement malade, mais le décès, c'est quelque chose, une personne qui part dans un autre monde, c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Ce sera un manque pour tous les chrétiens, pour tous les orthodoxes. On espère beaucoup que les successeurs du patriarche Alexis vont se mettre à sa position pour mener l'Église vers l'unité, vers les gens. Ça m'a choqué, donc c'est vraiment cette époque ecclésiastique qui termine avec lui. Il était l'évêque de Moscou pour moi, après, donc ça veut dire que c'était vraiment un évêque, ça veut dire que quelqu'un qui gouverne mon ville, et pour moi c'était même plus important que c'était patriarche. J'ai beaucoup peine. C'est le premier patriarche et pour moi, et je ne sais pas, et je n'aurais pu imaginer sur le trône du patriarche quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est une image vraiment patriarcale. Voilà, c'est un père, voilà, pour moi. Et côté catholique, bien sûr, également beaucoup de réactions, à commencer par celle de Benoît XVI. On retrouve tout de suite notre correspondant à Rome, Marie-Antoine Isoard. Dans un télégramme qu'il a adressé au Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe, Benoît XVI a fait part de sa très vive émotion après le décès de celui qui, en 1990, est devenu le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II. Benoît XVI qui a en outre souligné dans ce télégramme les efforts d'Alexis II pour relever son Église après la période communiste, une dure oppression idéologique, a écrit le pape, qui a entraîné le martyre de nombreux témoins de la foi chrétienne. En charge de l'œcuménisme au Vatican, le cardinal Walter Kasper a quant à lui évoqué la bonne volonté
loyauté d'Alexis II à l'égard du pape et son désir de renforcer la collaboration avec l'Église catholique. Les deux hommes s'étaient rencontrés à quelques reprises. Pour autant, ces relations, on le sait, n'étaient pas excellentes, mais l'on reconnaît à Rome qu'un schisme de 1000 ans ne peut être surmonté en un éclair. Les rapports entre Rome et Moscou, on le sait, butent de longue date sur des accusations de prosélytisme en terre russe lancées par Moscou à l'égard de Rome et aussi sur la délicate question de la primauté du pape et de l'uniatisme. Mais des signes d'amélioration sont apparus avec l'élection d'un pape allemand, Benoît XVI, en avril 2005, des échanges de lettres, de cadeaux, des visites de part et d'autre de hauts responsables qui ont multiplié donc les rapports entre l'Église catholique et celle qu'on appelle la Troisième Rome. C'est sans conteste le profil du successeur du patriarche Alexis II qui décidera du progrès de ces relations et d'une éventuelle rencontre entre le pape et le nouveau patriarche. Mais ici, un expert des questions russes vient de rappeler la lenteur des progrès avec cette phrase « 2 pas en avant, 1 pas en arrière ». Alors, Père Siniakov, peut-être avant que l'on développe un petit peu qui était Alexis II, pour vous, une première réaction, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle du décès du patriarche de Moscou ? Eh bien, c'était une véritable surprise. Hier encore, pour la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple, le patriarche Alexis a célébré une divine liturgie dans sa cathédrale à Moscou, celle qu'il a fait reconstruire, celle du Christ Sauveur. Et la semaine dernière, le patriarche était en cure médicale en Allemagne. À la fin de son séjour là-bas, il a présidé la divine liturgie dans l'église russe aux frontières à Munich. Donc nous savions tous que le patriarche était malade depuis quelques années, mais personne n'avait imaginé qu'il disparaîtrait aussi rapidement et surtout en cette période de préparation aux fêtes de Noël. Qui représentait Alexis II en Russie pour Alors, les Russes ? En Russie, surtout pour ma génération, c'était, comme a dit un des séminaristes tout à l'heure du centre Estina, c'était vraiment le patriarche que nous avons connu depuis que nous sommes consciemment engagés dans la vie ecclésiale. C'est le patriarche qui a fait opérer dans l'Église russe sa renaissance spectaculaire, qui n'est pas encore achevée. Et c'est également le patriarche qui a su rétablir l'unité de l'Église, qui a su la préserver, malgré toutes les difficultés, de très nombreuses et graves difficultés que l'orthodoxie russe auxquelles elle était confrontée au cours des 15 dernières années. Vous êtes de la génération Alexis II, alors ? Alors moi, je suis de la génération Alexis II, tout à fait. Un mot peut-être, Père Alexandre, sur sa personnalité. Qu'est-ce qui ressortait de sa personnalité ? Alors déjà, c'était un homme très international. Né en Estonie, à Tallinn, il avait passé la majeure partie de sa vie, de son ministère ecclésial, d'abord dans ce pays indépendant, ensuite dans cette république soviétique. C'était un homme parfaitement bilingue, sa langue maternelle étant à la fois l'estonien et le russe. Notre patriarche, par ailleurs, a des racines germano-baltes, comme son nom de famille l'indique. Donc c'était un homme très ouvert aux autres cultures, très ouvert en particulier à la culture française, dont il était très amoureux, surtout de cet immense héritage gothique, religieux de la France. Donc c'était un homme personnellement extrêmement attachant, parce qu'il avait un charisme paternel très particulier. Et quand nous étions il y a un mois avec le cardinal archevêque de Paris à Moscou, cette rencontre qui a duré plus d'1 heure entre le cardinal et le patriarche a montré à quel point notre patriarche était un homme accueillant et chaleureux. Professeur Amand, il faut peut-être rappeler la place qu'occupe l'Église orthodoxe, cette Église orthodoxe russe, en Russie, dans la société russe. Quelle est-elle ? L'Église orthodoxe russe est la seule institution qui a traversé tous les siècles, depuis le 9e siècle jusqu'à nos jours, parce que alors que la capitale a changé de place, les régimes se sont succédés, et l'Église orthodoxe, elle, a subsisté. Et la renaissance de l'Église orthodoxe russe a joué un très grand rôle dans le renouveau, non seulement de l'Église russe, mais de la société en elle-même. Identité russe, Église orthodoxe russe, on est sur le même terrain là. Absolument. Alors, on parle justement de cette place dans la société. Quelle relation est-ce qu'il entretenait avec Vladimir Poutine, ce patriarche ? On a un peu entendu tout et son contraire. On a dit c'était un proche de Poutine. Après, on a entendu qu'il essayait de s'en démarquer, de prendre position sur certains sujets, pas forcément en accord avec le pouvoir. Dans le fond, alors, comment est-ce qu'il se situait par rapport à lui ?
Il y a une formule que l'on employait à une certaine époque, on l'emploie peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est que l'Église doit être séparée de l'État, mais pas de la société. Et donc je crois que l'Église orthodoxe russe cherchait justement un peu ces marques, comment être présente dans la société, quel type de relations établir avec l'État. Je crois que ces relations ont été un peu difficiles sous le mandat de Eltsine. Elles sont devenues, je crois, très chaleureuses sous celui de Poutine. Mais j'ai l'impression que, justement, cet équilibre des relations entre l'Église et l'État est encore en gestation. Il n'a pas encore été tout à fait trouvé. Le point d'équilibre n'a pas été tout à fait trouvé, je crois. Père Sidiakov, vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Et le patriarche Alexis était le patriarche qui a commencé le travail de la préparation d'une doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe. C'est un travail sans précédent dans l'ensemble du monde orthodoxe. Et cette doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, récemment traduite en français et présentée ici quelques temps après sa venue ici à Paris, elle est le premier pas, comme d'ailleurs son introduction indique, pour la précision de ces rapports, d'une part entre l'Église et la société, et d'autre part entre l'Église et l'État. Qu'est-ce qui retenait le plus l'attention des Russes sur la personnalité et le travail du patriarche ? En écoutant aujourd'hui les réactions des différents représentants de la société russe, j'ai eu l'impression que ce qui a surtout marqué aux yeux des Russes le patriarcat d'Alexis II, c'est plusieurs choses. D'abord, ce que nous venons d'énoncer, c'est-à-dire la nouvelle recherche de l'équilibre dans les rapports entre l'Église et l'État, la renaissance spectaculaire de l'orthodoxie russe sur l'ensemble du territoire de l'Union soviétique, et aussi un autre point plus récent, c'est le rétablissement de l'unité avec l'Église russe aux frontières. Et le patriarche lui-même, au cours des derniers mois, affirmait que c'était sans doute une des principales choses qu'il ait accomplies pendant son ministère patriarcal. Père d'Estivelle, peut-être un mot sur la réaction des catholiques à ce décès. Est-ce que vous savez comment ils ont pu réagir, ou en tout cas ce qu'il pouvait représenter pour les catholiques russes, Alexis II ? Le patriarche Alexis, c'était le symbole du renouveau d'Église russe depuis 18 ans, depuis son élection au patriarcat. Donc c'est un tournant, incontestablement, que la perte du primat de l'Église russe pour tous les catholiques. Il était en même temps très, très investi, avant d'être patriarche, dans les relations écuméniques. Il a été président de la CEC, donc la Conférence des Églises européennes. Il a représenté l'Église russe dans de nombreuses occasions. Mais il est vrai qu'à l'époque de son pontificat, de son patriarcat, les relations se sont tendues. Mais je pense que les catholiques de Russie retiendront de lui qu'il était le symbole de cette renaissance. Et le fait que l'archevêque catholique à Moscou, Monseigneur Paolo Pezzi, célèbre dimanche prochain, donc après-demain, un office des défunts en son honneur, est le signe qu'il était vraiment reconnu comme le chef d'une église sœur pour beaucoup de catholiques en Russie. Alors, Père Sidiakov, on a peut-être nous du mal à le percevoir d'ici, en France. Il y a une véritable émotion là actuellement en Russie depuis ce matin. Les Russes sont en deuil. D'après ce que j'ai pu en juger étant à Paris, j'ai l'impression que ça a beaucoup choqué les Russes, la mort du patriarche Alexis. Elle était tout à fait inattendue en cette période de l'année où nous nous préparons à la fête de Noël. Et en tout cas, la presse russe a réagi très très vivement. La télévision, la presse écrite, et le patriarcat aujourd'hui a affirmé qu'il était très ému par le nombre de courriers électroniques, de courriers écrits, de coups de téléphone qui étaient parvenus au patriarcat, mais dans différents diocèses de l'Église russe également. Je crois que pour les Russes, c'est quand même un très très grand événement, et comme pour les catholiques, un immense tournant aussi que la disparition du patriarche Alexis. Professeur, les Russes, entre guillemets, perdent leur pape. C'est comme ça qu'on peut définir les choses ? Pour simplifier. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, même j'ai même lu, parmi les réactions dont j'ai pu prendre connaissance, que de la part d'un journaliste russe, qui d'ailleurs avait en général plutôt une attitude assez critique à l'égard du patriarcat, il a dit que pour les Russes aujourd'hui, ça représentait peut-être encore plus que le pape pour les catholiques. Ce qui est peut-être un peu surprenant dans la tradition orthodoxe. C'est-à-dire encore plus.
Bien parce que le pape, il est à Rome, tandis que pour les Russes, le patriarche, il est dans leur capitale. Voilà, c'est important. Ils perdent un père, je pense. Il a une place, je pense, assez semblable à celle de pape Jean-Paul II pour les Polonais, par exemple. C'était vraiment la figure paternelle qui a accompagné le renouveau de l'Église catholique en Pologne. Et là, c'est pareil pour les Russes, je pense. Pas seulement pour les orthodoxes, mais pour tous les Russes. C'est quand même une figure paternelle qui s'en va, qui a accompagné toute la perestroïka, enfin c'était après la perestroïka, mais le renouveau du pays et pas seulement de l'Église. Et Père Siniakov, vous le disiez, hein, c'était vraiment une figure de père pour vous. Vous avez eu des liens un peu privilégiés avec lui ou non, je ne peux pas dire que j'avais des liens privilégiés avec notre patriarche, mais de par mon ministère ici, ça m'est arrivé de le rencontrer à plusieurs reprises, et chaque fois j'en suis sorti profondément impressionné par sa gentillesse, par sa simplicité, par son attitude très paternelle à l'égard de nous, jeunes prêtres. Il ne cessait de répéter que pour lui, même après 19 ans de son patriarcat, c'était toujours une immense joie de voir des jeunes prêtres, ceux à quoi il n'était pas du tout habitué pendant l'époque soviétique. Et tous les jours, chaque fois qu'il rencontrait des personnalités étrangères ou des personnalités du monde russe, il ne se lassait de répéter que ce renouveau de l'Église russe est un véritable miracle. Et je crois qu'il était tous les jours émerveillé et surpris de voir les immenses changements qui s'étaient opérés entre ce qu'il avait connu avant la chute de l'Union soviétique et ce qu'il voyait comme patriarche après. Père Escudier, est-ce que vous avez l'impression que Alexis II était connu et reconnu par les catholiques français et occidentaux, en règle générale? Je ne suis pas sûr que sa figure ait été très connue des Français. Je pense que son voyage à Strasbourg d'abord, et puis ensuite à Paris, et sa venue à Notre-Dame, a frappé les Français qui ont pu saisir son visage, par exemple. Mais est-ce qu'ils saisissent ce qu'il représente en Russie? Je ne suis pas sûr qu'ils le perçoivent. Et ça, vous l'expliquez comment, justement, peut-être cette distance et le fait qu'on ne le connaisse pas bien? Peut-être d'abord parce que les Français connaissent mal la Russie, et je pense que l'échange qui s'est créé depuis la venue du patriarche à Paris ouvre là une porte, et j'espère que nous allons continuer à en profiter de cette relation amicale et fraternelle, et puis faire découvrir aussi l'orthodoxie, tout simplement, et la place spécifique de l'orthodoxie russe dans ce monde orthodoxe. Et ça, je pense que les Français ont beaucoup à découvrir encore. Un travail de formation, en tout cas de... Oui, d'information. Ceci compte tenu de l'histoire des relations entre la Russie et la France, parce que depuis le XVIIIe siècle, au moins, après l'immigration en France suite à la Révolution de 1917, il est certain que ces liens se sont resserrés. On les perçoit moins maintenant. Mais la présence en France de grandes personnalités, notamment de philosophes, de théologiens, comme Nicolas Berdyaev, comme Serge Bulgakov, par exemple, ont accrédité l'idée que les Russes, et Russes en tant qu'orthodoxes, ont quelque chose à apporter aussi aux catholiques. Et je crois que cet événement, suite à la Révolution de 17, n'est peut-être pas encore suffisamment perçu par les Français. Père Destivelle, vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait. On a une longue histoire parallèle, je dirais, entre catholiques français et orthodoxes russes. On a subi des révolutions. De nombreux catholiques français ont émigré en Russie après la Révolution française. J'habitais à Saint-Pétersbourg, par exemple, dans une paroisse qui était fréquentée par des Français émigrés en Russie. Il y a, comme l'a rappelé le Père Escudier, de nombreux Russes qui sont venus après la Révolution russe et qui ont permis la naissance de l'écuménisme en France. Le Centre Istina, par exemple, est né tout à fait dans ce contexte en 1925, grâce à cette émigration russe qui a permis à de nombreux théologiens catholiques, comme le Père Couturier, par exemple, qui a fondé la Semaine de prière pour l'unité, le Père Congar, un des fondateurs de l'écuménisme théologique, donc cette venue des orthodoxes russes, en particulier, a permis aux catholiques français de découvrir non pas seulement l'orthodoxie, mais de s'ouvrir à l'écuménisme. Et ça, on ne le sait peut-être pas très bien, en fait. On ne le sait pas très bien, et puis c'est vrai qu'après, il y a eu toute cette période de guerre froide qui n'a pas permis des contacts directs. Mais je crois que notre époque, maintenant, permet de nouveaux contacts, et donc il faut en profiter. Et on évoquait ce voyage du patriarche Alexis II en France, c'était il y a 1 an, et qui a marqué sans doute un tournant aussi dans ses relations entre l'Église russe
et l'Église catholique française. Alors, ce fut un voyage historique. Alexis II est venu pour la première fois en France. Il s'agissait du premier voyage d'un patriarche orthodoxe russe dans un pays occidental. Parmi les temps forts de sa visite, le primat de l'Église russe est venu prier dans une église catholique. Le récit de Frédéric Jakovlev. La visite d'Alexis II commence ici, à Strasbourg, devant le Conseil de l'Europe. Tout un symbole. Face aux parlementaires, le patriarche rappelle l'importance de la morale chrétienne, dénonce la fracture entre droits de l'homme et morale, un discours sans concession. Le lendemain, à Notre-Dame, cette fois, il est question de rapprochement entre églises catholiques et orthodoxes. L'événement est à la mesure de la distance entre les deux églises. Ce jour-là, réunis pour les vêpres, Orient et Occident de la chrétienté ont prié ensemble. C'était la première fois depuis le grand schisme d'Orient qu'un patriarche venait en France. Alexis II souhaitait se recueillir devant la couronne d'épines, les évêques l'y ont invité. Cette couronne a longtemps été sujet à litige entre orthodoxes et catholiques. Aujourd'hui, elle apparaît comme un signe fort d'union entre les deux églises. Dans son intervention, le patriarche a d'ailleurs insisté sur l'importance de ces liens. Le temps est venu pour nous de joindre nos efforts pour faire face aux nouveaux défis du monde contemporain. Nous, les chrétiens, devons trouver la possibilité de témoigner ensemble de la vérité de l'Évangile et des valeurs éthiques éternelles. Un peu plus tôt dans la journée, au cours d'un déjeuner au siège de la conférence des évêques, Alexis II avait déjà insisté sur l'importance des liens fraternels entre les deux églises. Cette fois, l'enjeu était plus politique. Il s'agissait d'insister sur les racines chrétiennes et les combats communs entre les deux églises, face à l'euthanasie, l'avortement ou l'union homosexuelle. Dans la matinée, Alexis II s'est rendu dans la minuscule église parisienne dépendant de son patriarcat, rue Pétel. Il y a rencontré ses fidèles, prônant une nouvelle fois le dialogue et la rencontre fraternelle entre chrétiens. Cette visite historique marquait le premier pas officiel d'un dégel entre Paris et Moscou. Voilà, et puis il y a eu une suite très positive à ce voyage, puisque tout juste un an après, Alexis II a rendu l'invitation au cardinal André XXIII, qui a conduit une délégation de catholiques à Moscou. C'était il y a un peu plus d'un mois, là encore, pour un rendez-vous historique, le décryptage de Frédéric Jakovlev sur des images de François Lespès. C'est avec ces quelques mots prononcés en français que le patriarche de Moscou accueillait l'archevêque de Paris. Plus qu'une rencontre, un signe fort de rapprochement entre les deux églises. Durant près d'une heure d'entretien, le patriarche et l'archevêque ont bien sûr évoqué le passé douloureux de l'église russe, une église martyrisée sous le régime communiste. Mais il a aussi été question de sujets plus religieux, comme l'importance de la transmission de la foi chez les jeunes et la nécessité de poursuivre des relations entre orthodoxes et catholiques des deux pays. Car ce n'était pas seulement l'archevêque de Paris qui était reçu ce jour-là, mais bien une délégation de catholiques français. Une délégation qui s'est rendue en Russie à l'invitation d'Alexis II. Une façon pour lui de témoigner des liens particuliers qui unissent les deux églises, des liens historiques. C'est donc avant tout un pèlerinage qu'ont effectué les évêques français. Un pèlerinage de 5 jours sur les hauts lieux de l'orthodoxie russe. On le comprend donc, entre orthodoxes et catholiques français, les relations sont chaleureuses. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont proposé d'échanger des reliques de saints des deux pays. Cela dans le cadre de l'année de la Russie en France en 2010. On le voit donc, pour Alexis II, les liens avec Rome passaient par Paris. Voilà, ces images étaient extraites du très beau document inédit Pèlerin de l'unité réalisé par François Lespès, que vous pourrez voir juste après cette émission autour de 21h35. Sachez que vous pourrez revoir ce document, ce sera le 6 janvier à 19h30 à la veille du Noël orthodoxe. Alors je vous propose d'écouter à présent la réaction du cardinal XXIII qui était recueillie cet après-midi par Aymeric Coletta. On savait que le patriarche Alexis II n'était pas en très bonne santé, encore que quand on l'a rencontré, il n'y avait aucun signe visible de maladie, mais c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien. Et donc, on savait qu'il n'était pas en très bonne santé, mais moi personnellement, je n'imaginais pas qu'il allait mourir aussi rapidement. Et donc, je suis très touché et très impressionné par son décès, quelques semaines après que j'ai eu le privilège de le rencontrer à Moscou au patriarcat, où nous avons parlé pendant plus d'une heure ensemble et où j'avais senti une profonde communion dans la foi et dans l'espérance. Et je pense que
c'est une grande figure de l'orthodoxie qui disparaît avec le patriarche Alexis II. Voilà le cardinal André XXIII qui vient d'évoquer ce voyage en Russie auquel vous avez participé, Père. Comment vous l'avez vécu, ce voyage ? Je l'ai vécu comme une immense chance, d'abord. Je connaissais un peu la Russie parce que j'y ai fait 2 voyages. J'avais déjà rencontré quelques personnalités, dont le père Alexandre Borisov, qui est titulaire d'une paroisse à Moscou. Là, évidemment, c'était différent parce qu'il y avait la rencontre avec le patriarche et cet échange qui a été à la fois serein et dense et qui a duré une bonne heure. Donc ça veut dire que le primat avait vraiment quelque chose à dire au cardinal, réciproquement bien entendu. L'échange des reliques, l'idée d'échange des reliques est venue là comme ponctuer cette visite, comme un signe concret. Vous pouvez nous en dire plus sur cet échange, cette idée d'échange de reliques ? La proposition qui est faite, c'est que compte tenu de la piété des fidèles catholiques et orthodoxes envers les reliques, une piété bien entendue, si vous voulez, qui ne soit pas superstitieuse ou magique, mais une authentique piété, il soit possible que voyagent des reliques de saints russes en France et pourquoi pas aussi de saints dont les reliques se trouvent en France, en Russie. Ce serait un très très beau signe, comme un pas vers l'unité, fondé non pas sur, comme on le fait déjà, des rencontres théologiques, des échanges complexes, mais sur la foi attestée par les martyrs en particulier. Et c'est un projet qui est évoqué en lien avec l'année 2010, qui sera... Oui, c'est exact, puisque l'année 2010, France en Russie, Russie en France, permettra aussi d'accroître les relations et la connaissance réciproque de nos peuples. Et Père Alexandre, il faut préciser l'importance des reliques chez les orthodoxes russes. Oui, ces reliques aujourd'hui peuvent rassembler des millions de personnes en Russie qui sont capables de faire la queue pendant jour et nuit. C'est pareil chez les catholiques, Père Escudier, ou pas Peut-être pas autant de monde, bien entendu, mais remarquez que les reliques de Thérèse de Lisieux, par exemple, ont attiré énormément de gens en France depuis quelques années. C'est vrai. On a beaucoup parlé aussi sur ce voyage du cardinal XXIII à Moscou, d'une chaleur humaine importante entre les 2 hommes, entre Alexis II et le cardinal XXIII. Une grande cordialité. Bon, maintenant ils se connaissent. Il est certain que le patriarche souhaitait vraiment venir à Notre-Dame et je pense qu'il faut insister sur le fait que le patriarche s'est investi dans cette visite. Après tout, ça n'allait pas de soi qu'un patriarche de Russie entre dans une église catholique. Ça n'allait pas de soi. Et là, le patriarche a vraiment fait un pas important et qui engage en même temps son église. Et il donne un signe fort à l'égard des orthodoxes russes. Comment ça a été perçu d'ailleurs, cette entrée à Notre-Dame, la vénération des reliques, du côté russe justement? Est-ce que ça a été bien perçu? Il y a eu des réactions très mitigées. Il y a eu énormément de réactions positives de la part des orthodoxes, des catholiques en Russie, des orthodoxes ici en France et en Europe occidentale plus largement. Mais il y a eu aussi des réactions très négatives. Et cette visite du patriarche à Notre-Dame a malheureusement été à l'origine du départ d'un évêque de l'Église orthodoxe russe qui a désavoué ce geste du patriarche Alexis. Donc c'était un acte de sa part extrêmement courageux parce que ça a failli causer une déchirure au sein de l'orthodoxie russe elle-même. Grâce à Dieu, le schisme a pu être évité, mais un évêque... loin, alors. Oui, mais un évêque a malheureusement quitté le patriarcat. Avec votre œil de professeur, comment vous avez vécu cette relation je voudrais quand même... entre le cardinal XXIII et Alexis II? Je pourrais dire les mêmes choses, non, mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être évoqué. Donc, il faut se rendre compte que les opinions publiques catholiques et orthodoxes ne sont pas exactement au même niveau, pour des raisons historiques. Parce qu'en Occident, quand même, il y a eu tout un travail qui a été fait d'éducation œcuménique depuis 40 ans. Rien de cela n'a été possible à l'époque soviétique. Et au moment donc du renouveau de la nation et de l'Église, des phénomènes identitaires se produisent, donc qui ne sont pas toujours très
très favorable à l'accueil des autres confessions. Et donc dans la société russe, il y a quand même beaucoup de réticence donc, à l'égard du catholicisme. Puis il y a une vieille tradition anticatholique. Bon, en Russie. D'où ces réticences? Elles viennent d'où? Bien, c'est l'histoire. Bon, vous pouvez penser à certains opéras comme Boris Godunov, certains films comme Alexandre Nevsky d'Eisenstein. Enfin bon, hein, donc c'est l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Bon, et donc c'est encore un peu tôt pour surmonter ce poids de l'histoire. Et c'est pour ça que il nous semble que justement peut-être cette vénération commune de reliques, ça serait peut-être justement un moyen des deux côtés d'avancer. Dans ce dialogue. Et Père d'Estivelle, alors du côté russe, hein, on a beaucoup entendu le fait que ces liens franco-russes soient très très importants. On évoque l'histoire ecclésiale commune. On a l'impression que c'est surtout du côté russe qu'on parle beaucoup. Alors comment est-ce que vous analysez, vous, ce qui est dit au niveau des Russes concernant les liens entre les orthodoxes de Russie et l'Église catholique française? On dit la même chose du côté de l'Église de France ou pas? Du côté de l'Église de France, en tout cas, au moment de Vatican II et dans toute la période préparatoire, on disait des gens comme Congar qui ont appris le russe spécialement pour lire les philosophes russes et les théologiens russes. Alors après, les relations se sont un peu distendues à cause de la guerre froide. Mais je crois que justement ces échanges, ces rencontres nous permettent de renouer avec cette tradition très ancienne de proximité de la culture russe et de la culture française, de l'orthodoxie russe et du catholicisme français, et nous permettra de faire progresser le dialogue plus largement catholique-orthodoxe. Professeur ? Alors, je crois aussi qu'une certaine génération de catholiques français, à laquelle j'appartiens, et des plus anciens, a été très sensible à la situation des chrétiens, et particulièrement des orthodoxes, au moment de la persécution. Et donc, il y a eu beaucoup de réunions de prière, enfin, une grande attention. Et les générations suivantes n'ont pas eu cette expérience, et donc n'ont pas donc peut-être, alors ça c'est du côté des catholiques français, donc des plus jeunes n'ont pas peut-être ce même intérêt et cette sympathie. Voilà. On peut dire que d'une façon générale, l'écuménisme, après avoir vécu ces heures de gloire au moment de Vatican II, est un peu retombé. Enfin, en tout cas, la ferveur écuménique des années 60-70 est un peu retombée. Et donc, ça ne concerne pas seulement l'orthodoxie russe, ça concerne plus généralement le dialogue écuménique. On est peut-être plus centré sur nos propres problèmes, nous, catholiques français, et un peu comme l'étaient d'ailleurs les Russes jusqu'à présent, qui ont dû reconstruire leurs églises, retrouver leur identité, et qui étaient donc plus centrés sur leurs problèmes. Et c'est maintenant, au bout de 18 ans, après la chute de l'URSS, qu'ils peuvent à nouveau se tourner vers nous. Et d'ailleurs, ça correspond tout à fait à la tradition russe. Tous les grands philosophes et théologiens pré-révolutionnaires, enfin tous, beaucoup, ont eu cette curiosité pour l'Occident. Et même s'ils étaient, pour certains, slavophiles, ils étaient persuadés que la vocation de la Russie, et en particulier de l'orthodoxie russe, c'était de permettre la réconciliation de l'Orient et de l'Occident. C'était ça, quelqu'un comme Solovyov, mais quelqu'un aussi comme des théologiens comme Bolotov, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur des questions qui étaient des pierres d'achoppement entre catholiques et orthodoxes, était persuadé que la vocation de l'Église russe était une vocation écuménique, de réconciliation. Et ceci dit, en plus en France, vous aussi au Centre Istina, hein, vous apportez une pierre à cet édifice de réconciliation, puisque vous formez en partie, en tout cas, des séminaristes orthodoxes russes ici à Paris. Oui, parce que effectivement, la question de la formation est primordiale, me semble-t-il. Il faut permettre à des jeunes, des jeunes ecclésiastiques ou à de futurs enseignants orthodoxes, d'abord de connaître des langues. Et donc, pour cela, on leur permet d'apprendre le français ici, au Centre Istina, à Paris. Et aussi de connaître d'autres milieux universitaires que le leur. Ils ont déjà reçu une formation chez eux. Mais est-ce qu'elle est insuffisante? Non, ils ont maintenant d'excellents instituts, pourquoi facultés. Venir à Paris en plus alors? Eh bien, pour découvrir autre chose. Moi, je suis venu à Saint-Pétersbourg j'ai fait ma thèse là-bas. Je crois que ça m'a beaucoup apporté, et je crois que dans l'ouverture à l'autre, il faut aussi accepter de partir quelques années pour apprendre les langues, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de travailler. Et donc, il n'y a pas de difficulté de formation en Russie, en fait. C'était peut-être ça la question aussi.
Il y a maintenant de très nombreux instituts, des facultés, des académies de théologie, mais c'est sûr qu'il manque beaucoup de cadres, parce que c'est pas en 20 ans qu'on crée une nouvelle génération de professeurs, de chercheurs. Et donc pour cela, il faut maintenant effectivement former une nouvelle génération de professeurs. Père Siniakov, c'est une église qui se reconstruit, cette jeune église, ce jeune clergé, aujourd'hui en Russie. Oui, et la formation des futurs membres du clergé a été une des principales préoccupations du patriarche Alexis. Et d'ailleurs, un des principaux fruits de sa visite ici en France était l'idée de créer un séminaire, le premier en Europe occidentale, du patriarcat de Moscou, ici en région parisienne, pour pouvoir former des futurs ponts entre l'orthodoxie russe et l'Église catholique dans son ensemble, mais par le biais de la culture française en particulier. Et le patriarche Alexis lui-même a évoqué cette question à plusieurs reprises quand il était ici en France. Et là, aujourd'hui qu'il est disparu, nous sommes investis de cette mission de poursuivre le travail qui était très cher à son cœur. Père Escudier, est-ce que l'Église de France n'a pas un rôle particulier à jouer dans ce rapprochement entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique ? Je crois, on l'a rappelé tout à l'heure, grâce aux liens historiques qui nous relient à l'orthodoxie russe elle-même, par-delà l'histoire profane, je veux dire. Et je crois que l'initiative récente de publier en russe une très grande collection de pères de l'Église, qui je crois est en train de se faire, c'est la collection majeure en matière de connaissance des pères de l'Église, qu'elle soit traduite en russe, prouve qu'il y a encore un impact de toute cette culture française qui a su, avant le Concile Vatican II, donc avant les années 60, revenir à une tradition, revenir aux pères de l'Église, à côté du renouveau liturgique, du renouveau biblique. Et là, je pense que l'Église de France, historiquement, a tenu une place incontestable dans la préparation du Concile Vatican II, et que les Russes y sont sensibles. Que nos amis orthodoxes russes y sont sensibles à cause précisément de ce renouveau, de ce souci de formation, de cadre, et qu'incontestablement, les orthodoxes russes ne peuvent pas se fermer sur eux-mêmes, et qu'ils ont besoin justement comme ça se fait aujourd'hui, y compris dans le monde profane, d'échanges internationaux, d'apports venus de l'extérieur, en même temps d'ailleurs qu'eux-mêmes nous apportent par leur propre culture. Et je crois que cet échange est tout à fait considérable et qu'il nous replonge dans notre propre histoire moderne comme Église de France. Elle est liée là à une nouveauté, c'est ces échanges œcuméniques, et en particulier, je faisais allusion tout à l'heure, et le Père Hyacinthe également, cette présence de grands théologiens, de grands philosophes sur le territoire français, et j'espère qu'en sens inverse aussi, d'ailleurs, le monde russe apprendra beaucoup de théologiens français qui ont marqué le XXe siècle en particulier. C'est ce que disait Jean-Paul II dans sa formule bien célèbre de la respiration à deux poumons. Je crois qu'on peut, dans le monde actuel, il y a, dans le monde actuel politique, mais aussi dans le monde chrétien actuel, il y a un Orient et un Occident, et la pleine catholicité ne sera atteinte que lorsqu'on pourra véritablement respirer à deux poumons, avec ces deux cultures différentes, de l'Orient grec et russe, mais en particulier russe, parce que c'est quand même la plus grande église chrétienne du monde après l'église catholique, 150 millions de fidèles, et puis l'église occidentale. Alors, Père Siniakov, on en revient un petit peu au contexte là, de ces jours-ci, autour du décès du patriarche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des obsèques nationales? Comment ça va se passer dans les jours qui viennent? Déjà demain, le samedi, il y aura la réunion du Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe. Saint-Synode, c'est une réunion de 12 évêques, en principe présidée par le patriarche, et c'est un organe d'administration conciliaire permanent de l'Église, c'est-à-dire que c'est l'organe principal d'administration ecclésiale. Voilà, c'est le gouvernement de l'Église orthodoxe russe, pour utiliser les termes laïques compris par tous. Et le Saint-Synode s'est réuni le samedi après-midi, d'abord pour choisir la date et le lieu
des obsèques du patriarche Alexis, et d'ici là son testament également et son souhait sur le lieu de son enterrement sera examiné. Et le Saint-Synode, par ailleurs, choisira un locum tenens, c'est-à-dire un patriarche par intérim, c'est-à-dire un président par intérim du Saint-Synode qui assurera la présidence des organes synodaux d'administration de l'Église russe jusqu'à l'élection du prochain patriarche. L'élection qui se fera au sein de ce synode, hein. Alors non, les élections du patriarche, les patriarches dans l'Église russe, selon le statut actuel, sont élus par un concile local. Et un concile local est composé des évêques, de l'ensemble des évêques, des représentants du clergé et des laïcs. Un diocèse étant représenté en principe par son évêque, ses évêques auxiliaires éventuellement, et par un représentant du clergé et un représentant laïque. De même, les monastères enverront aussi, en tout cas les principaux, des délégués pour ce concile local, où chacun aura la même voix pour élire à scrutin secret le nouveau patriarche. Ça peut prendre combien de temps ? Alors en principe, les statuts de l'Église russe prévoient la convocation d'un concile local au courant des 6 mois qui suivent le décès d'un patriarche. Et la façon dont le concile procédera à l'élection du nouveau patriarche est définie par l'Assemblée épiscopale, par le concile de l'ensemble des évêques. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est toujours à scrutin fermé, à l'égalité des voix. Les évêques, les laïcs et les prêtres ou diacres votent à même titre. Alors, quels sont les courants aujourd'hui au sein de l'Église orthodoxe russe ? Alors, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de grandes figures qui ont énormément de qualité. Donc, ce n'est pas le choix qui manque aujourd'hui dans l'Église russe. Et comment les définiriez-vous, ces courants-là, précisément aujourd'hui ? Alors, il y a évidemment cette ancienne génération des métropolites qui sont aujourd'hui membres permanents du Saint-Synode, principalement des disciples du métropolite Nicodème, un grand homme d'église, très ouvert d'ailleurs à l'égard de l'Église catholique et qui est mort dans les bras du pape Jean-Paul Ier et qui a ordonné évêque le patriarche Alexis. Donc il y a tous ces disciples qui forment aujourd'hui le noyau du Saint-Synode et qui occupent des sièges très importants. Et il y a le métropolite de Kiev, il y a le métropolite de Minsk, il y a le métropolite de la région de Moscou, le métropolite de Saint-Pétersbourg. Donc ce sont de très grandes figures. Voilà, beaucoup de courants, de très grandes figures, mais qui, évidemment, il n'y a pas entre eux d'opposition ni de concurrence de quelque genre que ce soit. Professeur, pas de concurrence, rien de tout ça? Je crois que ce n'est pas tout à fait le jour pour faire ce genre de précision. D'autre part, il y a quand même une inconnue, c'est que, effectivement, comme l'a dit le père Siniakov, l'élection se fait donc par l'ensemble des membres du Concile, mais ce que l'on ne sait pas exactement, c'est quelle sera la procédure qui va déterminer les candidats. Oui. Parce que finalement, tous les précédents différents sont différents. Donc on ne sait pas. Et c'est quand même cette procédure-là qui va quand même déterminer la suite. Alors on va voir maintenant quelqu'un que vous connaissez bien, Père Alexandre. Il y a quelques mois, Monseigneur Innocent de Chersonèse, qui est le représentant du patriarcat de Moscou en France, s'exprimait sur notre antenne. Régis Burnel interrogeait sur la perspective d'une éventuelle rencontre entre Benoît XVI et Alexis II. Regardez sa réponse. Le problème qui se pose à l'occasion de la visite du pape à Moscou est en réalité un problème suscité par les médias des différents pays. Le patriarche Alexis, de son côté, a toujours affirmé qu'il n'était jamais opposé à l'idée de cette visite et à la possibilité d'une rencontre entre lui et le primat de l'Église catholique. En revanche, le patriarche Alexis a toujours souligné que pour qu'une telle rencontre puisse être fructueuse et avoir de l'impact pour l'ensemble du monde chrétien, il est nécessaire de résoudre les obstacles qui subsistent encore dans les relations entre les deux églises. Voilà, Monseigneur Innocent de Chersonèse. Alors, on peut peut-être maintenant se poser un petit peu des questions sur les perspectives d'avenir des liens entre l'Église de Rome et l'Église orthodoxe. Si on considère ce qui a été dit là par Monseigneur Innocent, est-ce qu'on peut dire que cette disparition d'Alexis II va changer quelque chose, et si oui, dans quel sens, Père Siniakov ?
Alors je pense que nous ne le saurons vraiment que quand le nouveau patriarche sera élu. Mais j'ose espérer, à mon humble niveau, que ce que le patriarche Alexis a commencé pendant son patriarcat, tout cela sera poursuivi par son successeur. Et en particulier, cette grande nouvelle ouverture depuis l'arrivée du pape Benoît XVI à l'égard de l'Église catholique, mais aussi c'est la poursuite de la réflexion sur la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, sur sa place dans la société, sur ses rapports avec l'État, sur sa mission aujourd'hui à la fois interne et externe. Et je pense qu'il y a quand même énormément de chances pour que tous ces germes qui ont été semés pendant le patriarcat d'Alexis II vont se développer, s'accroître et s'amplifier pendant les années à venir. Destivelle ? Non, je crois que le patriarche a posé des jalons importants ces dernières années, ces derniers mois, pour une rencontre entre l'Église catholique et qui ne soit pas seulement une rencontre de primat, mais une rencontre vraiment des chrétiens. Et j'espère donc que ça va se poursuivre, mais tous les signaux sont plutôt positifs. Et je pense iront dans ce sens-là. Antoine-Marie Zohar, notre correspondant à Rome, a conclu son papier tout à l'heure en utilisant l'expression de 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Dans la manière dont pouvaient parfois évoluer les relations entre orthodoxes russes et catholiques. Est-ce que vous comprenez cette expression ? Il y a eu des problèmes de communication, je crois, beaucoup depuis 18 ans. Entre l'Église catholique et l'Église russe. Parce que récemment, d'ailleurs encore, Alexis II a accusé les catholiques en Russie de prosélytisme. Donc on a l'impression qu'effectivement c'est un peu le chaud-froid. Alors c'était, je crois, sur le fond des choses, c'était plutôt des questions de communication qui se jouaient, de communication interne aux églises et puis de communication entre les églises mêmes. Mais au-delà de ces déclarations, il y avait quand même les choses s'étaient nettement réchauffées ces dernières années. La nomination d'un nouveau nonce d'abord, Monseigneur Antonio Menini, qui a beaucoup contribué au réchauffement des relations, d'un nouvel archevêque catholique à Moscou, un évêque italien, Monseigneur Pezzi, et puis des centres comme le centre de la bibliothèque spirituelle, un centre catholique à Moscou qui organise des rencontres écuméniques. Tout cela était encore impensable il y a 10 ans. Comme le disait le professeur Amand, c'est sûr qu'on n'a pas dans l'opinion publique russe cette sensibilisation aux questions écuméniques que nous avons que nous avons eu depuis 40 ans, depuis le Concile Vatican II. Vous avez la même analyse, Père Escudier ? Oui, je redirais ce que le cardinal 23 a dit donc au moment du voyage. Je crois qu'il faut éviter de faire des pronostics, notamment, par exemple, une rencontre entre Benoît XVI et le futur patriarche. Il vaudrait mieux ne pas trop en parler, précisément pour que les choses se fassent au gré de l'Esprit Saint. Voilà, je crois que tout l'effort qui doit être fait de connaissance mutuelle, de reconnaissance de l'acquis, notamment de l'acquis écuménique, les pas qui ont été faits sur un plan théologique, sur un plan spirituel, tout cela doit être assimilé, ça doit être approprié, ça doit être reçu par nos églises. Et c'est pour ça que les petits gestes, notamment ceux de la piété, ceux de la spiritualité, le geste du cardinal 23 de se recueillir sur la tombe d'Alexandre Mène, par exemple, et puis aussi de Solovki, le goulag. Le cardinal a souhaité que dans son voyage, il y ait deux moments. Se recueillir sur la tombe du père Alexandre Mène, qui était une très grande figure de la fin de la période soviétique. Il était assassiné en 1990, et que le cardinal Lustiger avait rencontré il y a 20 ans. Et puis aussi se recueillir, et il faut dire que Alexandre Mène est le prêtre, vicaire, puis curé de paroisse, dont le rayonnement dans l'évangélisation étonnant a marqué aussi bien le monde russe qu'il a côtoyé et qu'il a nourri, que les Français qui ont entendu parler d'Alexandre Mène et qui peuvent lire ses livres. Mais le cardinal a aussi tenu à se recueillir dans ce lieu, ce monastère étonnant, né au XVe siècle et qui est devenu le cadre du premier goulag.
Donc là où des martyrs orthodoxes, d'abord bien entendu, de la hiérarchie des évêques, des prêtres, et puis aussi des catholiques, très fort, un symbole très fort de se recueillir là où la foi est attestée. Encore une fois, l'Église de France est moteur sur ce terrain de réconciliation. Et je pense que c'est par là, par ce travail de fond, ce travail intérieur, que progressivement fleurira l'initiative, nous l'espérons, d'une rencontre ultérieure lorsque les circonstances et surtout lorsque l'Esprit Saint en décidera. Voilà. Juste rapidement, Yvan, un mot pour terminer sur les perspectives d'avenir de cette Église russe. Alors, tout de même, je crois qu'on s'est un peu trop focalisé sur cette rencontre. Et je pense que si elle avait dû avoir lieu, il aurait fallu qu'elle ait eu lieu au début des années 90 entre Jean-Paul II et le patriarche Alexis, précisément au Salavki, comme l'idée avait été lancée. Ça n'a pas eu lieu. Malheureusement pour moi, c'est une profonde tristesse, mais il faut regarder vers l'avenir. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur la... C'est va bien sûr être important, la personnalité du futur patriarche, parce que l'évolution des relations ne sera pas déterminée uniquement par ce choix, mais aussi par l'état des forces au sein de l'Église orthodoxe. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors je rappelle qu'un office des défunts sera célébré donc demain par Monseigneur Innocent à 10h à l'église des Trois Saints Docteurs située 5 rue Pétel à Paris. Un office en présence du cardinal André XXIII et du nonce apostolique Monseigneur Fortunato Baldelli. Voilà, merci encore de votre participation. Merci à vous, téléspectateurs. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, bien sûr, le www.ktotv.com. Très bonne soirée à tous.